Et voilà, notre colloque est terminé. Il rentre tout à fait dans le Tour de France de la CFDT sur le pacte de pouvoir de vivre. C'est plus qu'un one-man show, c'est un réel groupe d'échange. Alors je tenais à remercier l'ensemble des participants, tout particulièrement l'association Bridge avec mon ami Édouard Martin. Donc je vous dis rendez-vous bientôt. Aujourd'hui, on est en Tarentaise, à Notre-Dame de Briançon. Je suis l'organisateur de ce colloque au nom de la CFDT, un colloque sur la transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on veut justement montrer qu'on est capable de faire une réorganisation d'une entreprise et de faire du bien. La preuve, entre autres, Carbone Savoie, qui est là pour expliquer qu'il y a plus de 2 ans, il s'est lancé dans une transition énergétique, il a réussi. Bien écoutez, le colloque d'aujourd'hui traite de la transition énergétique, donc un enjeu majeur, pas uniquement pour la Savoie, pas uniquement pour la France, mais pour l'Europe tout entière. Donc la planète qui n'en peut plus de la pollution, il faut qu'on réfléchisse à nos nouveaux modes de consommation, surtout à nos nouveaux modes de production, de process industriels. En tant que directeur général de Carbone Savoie, pour expliquer finalement ce qu'une entreprise industrielle comme Carbone Savoie peut faire dans la transition énergétique. Alors aujourd'hui, je vais parler du fuel de demain, c'est-à-dire du biofuel, l'incorporation de bio, de plus en plus de bio dans la partie du pétrole. Alors aujourd'hui, je pense que ces conférences, elles ont toutes leur sens, puisqu'on voit qu'au niveau du gouvernement, tout évolue. On voit aussi qu'on a l'énergie, c'est un peu dans l'air du temps. Il faut être indépendant et aussi il faut faire un peu de pédagogie auprès du grand public. Donc je vais parler dans le cadre de la transition énergétique de la place des réseaux électriques qui globalement permettent de mettre en relation des gens qui vont produire, alors qui vont produire à partir de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes ou de grosses centrales comme EDF, et ceux qui consomment. Et la place des réseaux électriques va être de plus en plus importante dans le cadre de cette transition énergétique parce que de plus en plus de clients souhaitent produire l'électricité qu'ils consomment. Alors aujourd'hui, je suis venu en Savoie, c'est pour parler de la transition énergétique et de la fermeture des centrales charbon en France. Parce qu'on en entend énormément parler de la fermeture des centrales charbon. Le gouvernement a pris des positions pour fermer les centrales charbon en 2022. Et sur la centrale de Cordemais, donc, qui est près de Nantes, il y a un projet qui est en train de se construire, qui s'appelle Éco-Combust et qui est pour remplacer 80% du charbon par des bois de classe B, c'est les bois d'ameublement, ou par de la biomasse et faire des transformations, faire des pellets. Et ça peut passer dans nos chaudières pour reproduire de l'électricité plus propre. C'est important aussi de faire de la pédagogie, faire en sorte que le plus grand nombre se saisisse de ces enjeux. Et je pense qu'il y a une sensibilité qui est là, y compris en Savoie, et que les décisions, les grandes décisions sur justement cette transition, cette transformation de la société ne soient pas uniquement du ressort du gouvernement ou des élus européens, mais c'est l'affaire de tous. On va déjà merci d'être présent aujourd'hui. Donc, nous avons décidé il y a quelques temps en arrière de réfléchir un peu comment faire pour les entreprises dans la Tarentaise entre autres, mais aussi nationales. Et cette réflexion est allée vers comment faire pour y arriver. Donc on a pensé tout de suite à une transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'avec Carbone Savoie, c'est ce qu'on avait lancé au début et on s'est aperçu que ça marchait. Donc de là, on s'est dit comment aider les autres entreprises, et bien tout simplement en organisant ce fameux colloque qui justement, on espère, va pouvoir aider les entreprises qui sont en défaillance en Savoie. D'abord, je vais vous parler de ce que sont les réseaux en France. Alors il y a 2 opérateurs de réseau. Un premier qu'on appelle RTE, Réseau du transport de l'électricité. Alors RTE, c'est 100 000 km de ligne, c'est 9 000 salariés, 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est le plus gros opérateur de transport européen, sans doute le plus compétent également, il faut lui reconnaître ça. Et c'est lui qui a la responsabilité de plus en plus critique, on en parlait à table il y a quelques minutes, d'assurer un équilibre permanent, temps réel, entre ce qui est produit et ce qui est consommé. J'y reviendrai parce que c'est un des éléments essentiels qui concerne les réseaux dans le cadre de la transition énergétique, c'est de maintenir cet équilibre qui, je ne vous le cache pas, est de plus en plus difficile à tenir. Enedis, dont je suis administrateur salarié, j'ai oublié, je me présente en 2-3 mots. Je suis donc administrateur salarié d'Enedis. Je suis membre du comité prospectif de la CRE. La CRE, c'est le régulateur, c'est l'organe qui a vocation à définir toute la réglementation, la régulation
du secteur énergétique en réseau. Ils ne s'occupent pas du pétrole, ils ne s'occupent pas du fuel, mais ils ont déjà beaucoup à faire avec le gaz et l'électricité. Et puis, je suis chargé d'enseignement à l'Université de Montpellier sur les systèmes électriques. Je ferme cette parenthèse de présentation sur laquelle j'aurais dû commencer. Enedis, donc c'est 1,5 million de kilomètres de lignes électriques, c'est 40 000 salariés, c'est 1000 implantations sur le territoire. Je pense que c'est important quand même de bien montrer qu'Enedis est une des entreprises qui reste proche des consommateurs, des citoyens. Alors avant, c'était beaucoup plus proche qu'on ne l'était aujourd'hui. Il y avait des subdivisions pour ceux qui se souviennent de ça, mais on reste quand même à un niveau de proximité important avec chacun des consommateurs, puisqu'on a la responsabilité d'amener l'électricité jusqu'au compteur, ce fameux compteur Linky qui fait tant parler. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Il y a des endroits c'est compliqué, il y a des endroits ça fait moins. Et puis, Enedis, c'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, la transition énergétique et les réseaux. Je vais vous donner quelques chiffres qui, j'espère, vous diront un petit peu l'ampleur du sujet quant à ce qui est en train de se passer en termes de transition énergétique. On dit souvent que la France est en retard. Je pense que tout le monde a entendu dire que les Allemands ou d'autres ont pris de l'avance sur nous dans une transition énergétique basé d'abord sur un mix renouvelable, c'est-à-dire sur des moyens de production d'électricité renouvelable. Alors la France, c'est 55 gigawatts de puissance renouvelable. 55 gigawatts, considérez que c'est à peu près équivalent à 50 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que la capacité, je vais y faire un petit lapsus, la capacité de production en énergie renouvelable est équivalente en France à 55 réacteurs nucléaires. C'est à peu près le nombre de réacteurs qu'on a, puisqu'il y en a 56. Donc on est quasiment à équivalence en termes de capacité de production. J'y reviendrai parce que la capacité de production est une chose, la production en est une autre. Et s'agissant de ces 55 gigawatts de puissance, il faut savoir qu'elle augmente à peu près de 3 gigawatts chaque année, pour faire simple. Alors ça dépend des investisseurs, il y a des années, pour des raisons que j'ignore, sont très enclins à investir, puis d'autres années un peu moins, ça doit être les marchés financiers qui expliquent ça. En tout cas, nous, on n'a pas d'explication rationnelle là-dessus. Mais il y a quand même chaque année l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires en plus, en termes de moyens de production renouvelable. Et ces 3 réacteurs nucléaires, ils sont connectés sur le réseau de distribution à hauteur de 95%. C'est encore une fois histoire de situer les choses. Donc le réseau de distribution, les fils électriques, quand c'est encore aérien, c'est de moins en moins aérien, mais il y en a encore beaucoup, puisque vous savez qu'on enfuit les réseaux de façon à moins souffrir quand il y a des tempêtes, on a connu ça il y a encore quelques jours. Et ces moyens de production sont donc en capacité d'alimenter le réseau de distribution dans des proportions qui sont considérables. Je vais vous donner un autre chiffre. Si vous avez des questions, vous me le dites, vous manifestez et puis on en discute. Je vais vous donner une autre donnée qui est là aussi assez structurante. C'est que le réseau électrique, le système électrique plutôt, jusqu'à récemment, et je dis bien jusqu'à récemment, on était dans quelque chose qui était très descendant. C'est-à-dire qu'il y avait des moyens de production, Alexandre en parlera très bien, c'était des moyens de production massifs, principalement le nucléaire, un peu avant c'était l'hydraulique, le charbon, ensuite ça a été le nucléaire, qui alimentaient les réseaux de transport en électricité et eux-mêmes, par l'interface de ce qu'on appelle un poste source, pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur, alimentaient le réseau de distribution et in fine alimentaient chacun des foyers français ou des entreprises qui avaient besoin d'électricité. C'était donc très descendant. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé et c'est pour ça qu'on a mis ce titre, c'est que les réseaux ont une place qui devient prépondérante dans la transition énergétique. Et compte tenu des productions de plus en plus importantes d'énergie renouvelable qui injectent, c'est le terme consacré, sur le réseau de distribution, on a de plus en plus d'électricité qu'on fait remonter du réseau de distribution vers le réseau de transport. C'est un petit peu technique, mais il faut en passer par là pour que vous compreniez à quel point les choses changent. Et j'y viendrai un petit peu après à quel point il va falloir investir pour que les choses fonctionnent. Mais c'est nécessaire cependant de parler de ces petits éléments techniques. Et donc l'énergie, je le disais, qui est injectée sur le réseau de distribution,
elle atteint par moment de telles quantités que ce qu'on consomme est bien inférieur à ce qui est injecté par les moyens dont je viens de parler. Je suis clair ou pas? Donc il y a de plus en plus d'électricité qui arrive sur la distribution, puis il en sort comme avant. La consommation en France est assez étale. Hein. Je veux dire, on n'est pas en Chine, hein, où il y a des niveaux de croissance considérables. Elle est assez étale. Et donc, on vit des moments un peu particuliers qu'on n'avait jamais connus dans les décennies précédentes. C'est qu'il y a de plus en plus d'électricité qui remonte, je le disais. En l'espèce, on atteint par moment l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Bon, en gros, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt, hein, pour faire simple. On remonte jusqu'à l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires issus des panneaux photovoltaïques qui vont être sur les toits ou des éoliennes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici, je suppose. Ça ne doit pas être le truc le plus courant. Mais donc, cette électricité qui arrive sur le réseau de distribution, il faut la faire remonter sur le réseau de transport. Le réseau de transport, qui n'avait pas toujours prévu de voir cette quantité d'énergie arriver, il faut qu'il en fasse quelque chose. Tout ça doit se passer en temps réel. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un équilibre qui doit être permanent, en temps réel, entre ce qui est, on appelle, le terme utilisé, c'est souterrain, ce qu'on retire du réseau, et ce qui est injecté, ce qu'on envoie sur le réseau. Et donc, on est maintenant face à une complexité majeure, qui est de devoir équilibrer en temps réel ce réseau, du plus bas jusqu'au plus haut. Avant, on l'équilibrait à l'échelle de RTE. Maintenant, on est obligé de l'équilibrer à l'échelle du système électrique dans sa globalité. RTE plus Enedis. Alors pour réussir cet équilibrage, et c'est ce qui fait la complexité de la transition énergétique, on est face à une vraie transformation de nos métiers, c'est-à-dire qu'on est non plus un peu comme le facteur qui avait des kilowattheures d'un endroit au domicile des particuliers. Maintenant, il faut qu'on gère un système global, ce qui nous a obligé, nous Enedis, à installer des compteurs communicants Linky, entre autres. Hein. Donc le compteur communicant que l'Europe a souhaité voir se répandre en France, mais pas seulement. Hein. C'est une décision européenne, hein, d'abord. Le compteur communicant, en fait, il permet à Enedis, comme au système électrique dans sa globalité, d'avoir une connaissance temps réel de ce qui est consommé. Et en ayant une connaissance temps réel de ce qui est consommé, on peut, en l'espèce, être capable de dire de combien de production on a besoin pour que le système soit équilibré. Si on n'avait pas le compteur communicant Linky, ou tout autre compteur communicant dans d'autres pays, parce qu'il s'appelle pas Linky ailleurs, on serait bien embêté dans l'équilibrage de ce réseau, parce que quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'électricité, il faut l'écouler. Il faut qu'on mesure combien on injecte, mais il faut aussi mesurer combien on soutire, combien on sort. Et ce travail d'équilibrage, qui avant était l'apanage de RTE, c'est maintenant une problématique qui se gère, y compris sur le réseau de distribution, partout sur le réseau de distribution, c'est-à-dire que cette problématique, elle est propre au territoire, elle ne relève pas seulement d'un système national, il faut que le système électrique soit équilibré ici, dans cette vallée, qu'il le soit, je ne sais pas, dans un quartier de Chambéry. Donc à chaque fois, localement, il y a besoin d'équilibrer le réseau électrique compte tenu du développement des énergies renouvelables. Et donc les réseaux, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Sur l'adaptation, je vais m'arrêter maintenant. Je vais vous parler maintenant de conséquences économiques quant à l'adaptation de ces réseaux. RTE, c'est pas mieux, hein. Il y a 3 semaines, a sorti ce qu'il appelle son business plan décennal. RTE a prévu de dépenser 15 milliards d'euros sur 10 ans pour adapter son réseau à ce que je viens d'évoquer, à savoir cet équilibrage beaucoup plus complexe à assumer aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. Et Enedis va être sur des chiffres que je ne peux pas vous donner parce que le chiffrage en l'espèce est en cours, mais c'est plusieurs dizaines de milliards qui vont devoir être investis. Partant de là, donc, le réseau électrique pourra remplir ce rôle dans le cadre d'une transition énergétique qui développe et qui permet l'intégration des énergies renouvelables, avec une adaptation importante, donc je le disais, des investissements importants, des transformations dans les métiers qui vont être considérables. Donc le numérique est complètement adjacent à la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans développement du numérique. Je parlais du compteur quand on est un des premiers exemples. Mais ça veut dire aussi des salariés, des compétences,
Des formations qui vont devoir là aussi être largement adaptées à ce qui... Pardon? S'adapter. J'ai pas mal plus? Merci. Je vais être plus vigilant. C'est pas grave. Non, mais on va donc devoir s'adapter à cette nécessité de manipuler beaucoup plus de données. Donc, on va, au travers du compteur communicant, avoir des courbes de charge, c'est-à-dire des mesures de consommation toutes les 30 minutes pour chacun d'entre nous. C'est bon là? Oui, non, mais non. C'est le rôle. Fais gaffe. C'était le rôle des programmateurs qui regardaient la télé, à quelle heure. Mais maintenant, disons, c'est tout. Alors c'est tout numérique, mais il va falloir aussi qu'il y ait des gens qui sachent manipuler. Il y a plus de son je sais pas moi, 1000 ou 100 000 fois plus rapide que... Ah, tout à fait. Mais la complexité n'est pas 100 000 fois plus grande, mais elle est nettement plus importante qu'elle ne l'était auparavant. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui, pour faire simple, avant... Pour faire simple, il y a l'énergie fatale et l'énergie modulaire. Alors, là, pour le coup, je laisserai les gens qui s'occupent de la production en parler, parce que nous, on achemine l'électricité, vous savez, des moyens de production, donc ça fait qui les consomme, parfois sur des boucles courtes, j'ai évoqué quand il y a des panneaux photovoltaïques sur les toits. Mais là, l'idée, c'était de dire que cette gestion d'un réseau électrique modernisé, apte à gérer l'intégration des énergies renouvelables, va devoir s'appuyer sur des compétences qui n'existaient pas auparavant, donc des compétences pour beaucoup informatiques, traitement des données, et en l'espèce, Enedis ne recrutera plus des releveurs, c'est déjà le cas, hein, mais va recruter de plus en plus d'informaticiens, de plus en plus de spécialistes de ce qu'on appelle la data science. Vous savez, ces gens qui savent exploiter des données de masse en des temps très courts. Donc il y aura une évolution considérable qui est déjà engagée dans ce qui relève des compétences et des métiers au sein des distributeurs et des listes, comme au sein d'ailleurs du transporteur RTE. Donc là, je vous ai laissé un petit panneau sur ce qui va se passer sur le réseau, et ce qui est déjà d'ailleurs largement engagé sur le réseau, sur la façon dont on va le faire fonctionner avec des investissements importants et des compétences renouvelées. Maintenant, je vais parler, puis j'en profite parce qu'Edouard est là, pour vous dire un peu ce qui nous attend demain. C'est-à-dire que ce dont je viens de parler est engagé. Ce qui nous attend demain, c'est ce qui va se décliner de la nouvelle directive européenne qui a été votée en décembre de l'année dernière. C'est bien fait, Edouard? Sur la transition. Ouais, quatrième paquet. Où on va faire en sorte, et là je parle de choses qui n'existent pas, mais qui méritent d'être évoquées dans le sujet qui nous importe, qui va faire en sorte que chacun des consommateurs soit acteur du système électrique. C'est-à-dire qu'on sera non plus celui qui appuie sur l'interrupteur, on va agir. Alors agir avec nos propres moyens ou avec des solutions un peu plus sophistiquées, des prestations, pourquoi pas, de prestataires de services. Comment on va devenir acteur de ce marché? En fait, le marché de l'électricité, il évolue de telle façon que, contrairement à ce qu'on a connu pendant des décennies où le prix de l'électricité était très très stable, plus que prévisible, parce que comme il était stable, il était par définition prévisible, on est maintenant dans une situation de marché où il est particulièrement instable, le prix, et pas toujours prévisible. Et on va demander aux consommateurs de s'adapter à cette situation nouvelle, et ça va se passer avec les gestionnaires de réseau, particulièrement le gestionnaire de réseau de distribution qui est Enedis, en faisant en sorte que le consommateur, quand l'électricité est chère, alors quand je dis cher, je vais vous donner quelques repères, le prix moyen de l'électricité c'est entre 40 et 60 euros le mégawattheure, pour faire ça. Entre 42, qui est on va dire le plancher induit par la reine, et 60, c'était le prix hier au marché spot. C'est globalement dans cette enveloppe qu'on se situe. Le problème, c'est que là, c'est une moyenne et qu'on a de plus en plus à devoir faire face à des situations où l'électricité est parfois des prix négatifs. Donc en Allemagne, ils ont, je ne vais pas dire régulièrement, mais fréquemment quand même, des prix à hauteur de moins 60 euros, moins 80 euros le mégawattheure. Donc on est obligé de payer des consommateurs pour consommer de l'électricité.
pour la raison que j'ai évoquée au départ, de devoir équilibrer le réseau. C'est-à-dire qu'il y a trop d'électricité sur le réseau, il faut découler, il faut qu'elle sorte. Parce que si elle ne sort pas, on a un problème qui le réglage fréquence, je suis sûr que ça parle à certains d'entre vous. Et quand on a un problème sur le réglage fréquence, on a très vite un problème sur le réseau électrique tout court, ce qui génère in fine un blackout. Et donc, quand il y a des systèmes un peu négatifs, il faut agir, il faut inciter les consommateurs à consommer. Et puis parfois, on a de l'électricité à prix positif. Alors, il faut savoir que l'électricité, jusqu'à décembre dernier, elle ne pouvait pas, en Europe, être vendue à plus de 3 000 € du mégawattheure. La Commission européenne a fait sauter ce plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plafond de 3 000 € n'existe plus. On peut, parce que le marché l'impose, hein, quand l'électricité est très rare, et nul doute que ça viendra, on peut voir le prix dépasser les 3 000 €, alors que le prix moyen est 40 à 60 € du mégawattheure. Donc, pour vous situer un peu les choses, c'est que face à des évolutions de prix telles que celle-là, Klaus-Dieter Borchardt, que tu connais, j'imagine, tu connais pas le directeur à la Commission européenne de l'énergie? Donc Klaus-Dieter Borchardt, qui est directeur à l'énergie à la Commission européenne, il a dit qu'il faut absolument que les consommateurs, y compris vous et moi, puissent agir. Je ne vous pas que la Commission est libérale, quand même. Ah non, du tout. Mais là, mais c'est pas parce qu'elle est libérale que tu cherches pas à les connaître quand même. Et donc, il a dit, il faut que le consommateur, et là vous allez comprendre, hein, je vais faire un petit laïus un peu long, il faut que le consommateur, on fasse en sorte que quand l'électricité n'est pas chère, il faut qu'il consomme. Quand elle est très chère, il faut qu'il arrête de consommer. Et donc, on va mettre en place, et quand je dis on, c'est le législateur européen, des systèmes qu'on appelle de tarification dynamique, où Enedis va être un peu au cœur de cette mécanique, pour que vous, en tant que consommateur, vous sachiez que quand l'électricité est très chère, vous avez intérêt à couper votre congélateur, baisser la température de votre chauffage. Donc ça, c'est dans les textes, hein, c'est voté. Et ça va se faire, soyez sûr que ça va se faire. Et donc, vous allez agir de façon à réduire votre consommation. Mieux, si vous avez un véhicule électrique, non seulement vous n'allez pas le charger, dans une situation où il y a besoin d'électricité, vous allez la restituer. C'est-à-dire à partir de votre batterie, vous allez renvoyer l'électricité sur le réseau. Et donc chaque individu, demain, et c'est clairement dans ce fameux paquet énergie-climat qui a été voté en décembre de l'année dernière, être acteur de ce marché en agissant au regard du prix de l'électricité et de sa rareté en fait. Si elle est abondante, chauffez votre piscine en hiver, hein, que ça l'idée. Et alors, je vous citais, moins 80 € du mégawattheure, c'était au mois de janvier 2016. C'était au mois de janvier 2016. C'est rare qu'elle soit abondante en hiver. Et pourtant. Je freine les ardeurs de ceux qui voudraient chauffer leur piscine. Non, mais et pourtant. Et donc, c'était quoi, le 16 janvier 2016, moins 80 € du mégawattheure. Et donc, quand elle est abondante, il faut la consommer, et à l'inverse, quand elle est très rare, il y aura des incitations et une rémunération assortie à cette incitation qui fera en sorte que vous consommiez moins. C'est l'idée fondatrice, quelque part, de cette vision de ce qu'on appelle à Bruxelles le consommateur. Voilà, j'ai essayé en quelques minutes de vous dire ce qui se passe. C'est bref, hein, et donc il y a, je crois, un peu de questions-réponses. Je ne sais pas si je suis dans la taille série ou pas. C'est bon. J'ai oublié de regarder, mais j'ai essayé de vous dire ce qui est en train de se passer, ce que ça va imposer pour les gestionnaires de réseau, notamment en termes d'investissement. Alors, puisque je parle d'investissement, je voudrais quand même dire une chose, mais je suis le premier à intervenir. Je ne veux pas casser la super annonce qui va sortir, mais l'électricité, elle va coûter, et je vous le dis tel que je le pense, je suis prêt à entendre toute contradiction, mais elle va coûter de plus en plus cher. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti pour que l'électricité coûte de moins en moins cher. Un, parce qu'il va falloir investir de plus en plus massivement dans les réseaux. Deux, parce qu'il va falloir disposer de ce qu'on appelle des capacités de production de secours quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Donc, alors ça peut être évidemment du stockage, mais pour l'instant le stockage coûte extrêmement cher. Ça peut être alors extrêmement cher aux limites des steppes déjà installées. Parce que je sais qu'il y a des gens d'hydraulique dans la salle, je fais gaffe. Quand il y a des steppes, ça c'est super, les steppes c'est génial. Mais il n'y aura jamais assez de steppes en France pour qu'on puisse disposer des réserves nécessaires. Et sinon, il faudra jouer sur les flexibilités. C'est un peu ce que j'évoquais au travers d'un prix
qui bouge en fonction des prix de marché, et faire en sorte que les consommateurs arrêtent de consommer s'il y a des tensions très très fortes dans l'équilibre production-consommation au détriment de la production, c'est-à-dire au manquer de production, ou à l'inverse, ils consomment quand on leur envoie un petit signal. Et dans la salle, je sais, puisqu'on a parlé là, qu'encore récemment, il y a des entrepreneurs qui, de façon quasi immédiate, très brutale, arrêtent de consommer parce que le réseau est dans un tel niveau de fragilité que si on ne récupère pas ou de nouveaux moyens de production, mais là en l'espèce il n'y en avait plus, des nouveaux pour équilibrer ce réseau, ou des capacités d'effacement, de flexibilité, c'est-à-dire qu'on arrête de consommer, bah, le réseau il tombe, tout le monde est dans le noir. Donc c'est tout ce système dynamique qu'on va devoir gérer de façon comment dire, de plus en plus temps réel, critique, qui impose, à mon sens, mais ça peut faire partie du débat, que l'électricité va avoir son prix se renchérir quoi qu'il arrive, même si la France part d'une situation qui lui est très favorable. Un dernier mot, puis après je donne la parole à la salle sur l'acheminement de l'électricité. Je parlais de RTE des réseaux, RTE existe. Sur votre facture, vous avez une facture d'acheminement, et la facture d'acheminement en France, toute chose égale par ailleurs, dans une situation comparable, elle est 30% moins chère qu'elle ne l'est en Allemagne. Ou à l'inverse, l'Allemagne est à peu près 30% plus chère, pas exactement, mais que ce qu'on paye en France. Donc, la France est un pays où non seulement le mégawattheure produit est très compétitif, mais en plus, l'acheminement de l'électricité est également à un niveau... Donc, Joseph Bertin, je suis directeur général de Carbone Savoie. Quand M. Bozzalo m'a sollicité pour participer à ce colloque, j'ai tout de suite dit oui, parce que finalement, l'énergie, c'est une passion. Je pense qu'il y a... C'est extrêmement important, aussi bien en tant qu'industriel que citoyen. Et donc, on va essayer de montrer ce qu'on peut faire. Alors, dire que c'est réussi, c'est pas vrai. Hein, on a commencé, on fait des choses, il y a des choses qui marchent, et puis on a encore plein de choses à faire. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, hein, c'est pas l'objectif, mais quand même que vous sachiez de quoi on parle pour ceux qui ne connaissent pas Carbone Savoie. Nous, on est des vieilles usines, des vieilles entreprises de la vallée. On a été fondé en 1897. Pour ceux qui veulent, on a un livre sur les 120 ans de Carbone Savoie dans le coin là-bas. On est 350 salariés, on est sur 2 usines sur la région Rhône-Alpes. On a une usine évidemment ici sur la commune de la Léchère et puis une autre usine à Vénissieux. On est sur les marchés du graphite synthétique pour l'industrie de l'aluminium primaire, principalement, les numéro 2 mondial sur ce marché-là. On est parmi les 3 gros acteurs mondiaux. Et puis on est plus récemment, et ça fait partie du retournement dont vient de parler M. Bozzalo, revenu sur les graphites de spécialité, et en quelques années, on est revenu sur une place de 4e sur le niveau mondial sur ce marché-là. Aujourd'hui, c'est effectivement un retournement réussi, et grâce notamment à la participation des organisations syndicales dans ce retournement, on est une entreprise qui a un avenir. On fait un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, presque 2 fois ce qu'on faisait en 2016, et on a une certaine rentabilité qui est revenue, même si ça reste encore à fortement travailler. On y reviendra tout à l'heure. On est une entreprise qui investit énormément dans la R&D. Et aujourd'hui, je vous en parlerai, parce que c'est l'objet du colloque d'aujourd'hui sur la transition énergétique. On investit énormément sur le graphite pour les batteries lithium-ion, qui est notre projet phare de développement. Et puis plus rapidement, 40 000 tonnes de capacité de graphite et 35 millions d'euros d'investissement dans les 3 ans qui viennent, encore, dont une bonne partie, vous le verrez tout à l'heure, sur la partie efficacité énergétique. Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail de notre procédé, mais juste pour vous dire qu'on est une industrie primaire, on est une industrie de transformation, on est une industrie qui est extrêmement consommatrice d'énergie, électro-intensive, mais aussi gazo-intensive, on est les deux. On monte à plusieurs milliers de degrés de produits, donc évidemment que ça nécessite énormément d'énergie, et que du coup, la performance énergétique d'une entreprise comme la nôtre est absolument clé. Les coûts énergétiques pour une entreprise comme la nôtre, ça vient juste en 2e position derrière les matières premières. Ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui est lié à la consommation énergétique. Donc partant de ce constat évident, la performance énergétique doit être un axe de développement et d'amélioration de nos performances. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit dans une démarche ISO 50001 qui vise à améliorer la performance énergétique.
Donc c'est la première partie en fait, de ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment ça passe par la performance de la transition énergétique, ça passe par la performance énergétique interne de l'entreprise. Donc au travers de cette démarche. Si on va au slide suivant, c'est évidemment pas pour le commenter en détail, c'est pour vous dire qu'au travers de cette démarche, on travaille sur des indicateurs de performance énergétique. Ça permet en fait de suivre l'ensemble de nos consommations énergétiques sur l'ensemble de nos postes de coûts, de ramener ça à nos productions pour avoir des indicateurs de performance énergétique intrinsèques ramenés à notre production, puisque c'est évidemment pas en masse que ça se mesure, mais c'est ramené à la production. Et au travers de cette démarche qui a démarré maintenant depuis presque 3 ans, on a pu baisser notre consommation énergétique spécifique de l'ordre de 16%. Alors 16%, ça commence à être significatif. Et puis on prévoit encore dans les 2 ans qui viennent d'améliorer de 6% cette performance énergétique au travers d'investissements majeurs de l'entreprise, entre autres, pas uniquement, mais majeurs. Les 16 premiers pourcents, ils ont été gagnés essentiellement sur de l'amélioration de la performance intrinsèque, pratiquement sans investissement, uniquement par un meilleur management, une meilleure prise de conscience de l'ensemble de nos salariés, une meilleure maîtrise de nos procédés. Et puis évidemment, quand il faut aller plus loin, comme ces premières étapes sont passées, en grande partie, même si ça reste tout à fait perfectible, eh bien on commence à investir, et donc pour nous ça va passer par à peu près 40 millions d'investissements, à peu près 50% de nos investissements, qui sont en lien direct, plus ou moins direct, avec notre performance énergétique. Bon, évidemment, ça c'est des démarches hyper classiques, je ne suis pas venu pour vous parler que de ça, mais ça fait partie finalement de notre premier engagement sur la performance énergétique. Bon, puis après, quand on pense à Carbone Savoie, quelle est sa contribution énergétique au-delà de son propre périmètre, c'est finalement qu'est-ce qu'elle peut faire vis-à-vis de l'extérieur. Alors on est, je l'ai dit, fournisseur de l'industrie de production d'aluminium primaire, qui sont eux-mêmes des électro-intensifs, vous êtes exprimé tout à l'heure. Et donc évidemment que la performance de nos produits, qui rentrent dans la performance énergétique, vont avoir un impact sur votre propre performance énergétique. Et par ces biais-là, et notamment par le développement de graphiques de qualité de meilleur en meilleur, eh ben, on va venir impacter votre propre performance énergétique. J'espère que nos produits, en tout cas ils sont reconnus comme tels très souvent par nos clients, apportent un gain de performance énergétique chez eux et permettent d'aller à l'extrême. Bon. Alors ça c'est aussi assez classique, en tout cas dans nos métiers. Et alors ce qui est un petit peu moins classique dans la démarche que je vais vous présenter, c'est que vous avez tous entendu parler du véhicule électrique. C'est évidemment un élément fort d'une transition énergétique qui va nous impacter tous, qui nous impacte déjà tous, en tous les cas on en a tous entendu parler. J'ai remis sur ce graphe quelque chose qu'on retrouve de partout sur Internet, c'est finalement le développement du véhicule électrique prévisionnel dans les quelques années qui viennent. Aujourd'hui ça pèse quelques pourcents de la production automobile mondiale des véhicules électriques, toutes catégories confondues, véhicules hybrides, petite électrique, full électrique, un peu moins de 4%. Demain, ça sera 40%. Quand je dis demain, c'est 2025. Et là, grosso modo, le consensus y est. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple, mais vous prenez à peu près tous les prévisionnistes là-dessus, vous avez quelque chose qui est assez homogène et qui évolue entre 30 et 50% du parc électrique produit, pas du parc électrique roulant, mais du parc électrique produit, qui sera électrique. Ça, je pense que tout le monde est convaincu, particulièrement en Europe. L'Europe va être le continent qui va connaître la plus forte croissance sur les véhicules électriques. Ça va être de l'ordre d'une croissance de 40% par an. 40% par an, c'est plus qu'une start-up. On parle de l'industrie lourde et on parle d'une croissance qui est une croissance de start-up. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être une révolution industrielle très très forte pour les industriels. Pourquoi je vous parle de ça? Si vous pouvez. Évidemment que le véhicule électrique, ça a un rôle à jouer dans la transition énergétique. Alors, il y a beaucoup de polémiques sur le sujet. Je pense que vous avez tous vu dans la presse qu'on dit que le véhicule électrique, ça émet pas moins de CO2, ça en émet plus. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. J'ai essayé sur ce graphe très simple que j'aime bien d'illustrer en fait qu'est-ce que ça veut dire quand on entend ça. Tout le monde a raison, mais après, localement, c'est plus ou moins vrai de dire que le véhicule électrique est moins émetteur de CO2. En l'occurrence, vous prenez un véhicule électrique au moment de sa mise sur le marché, c'est-à-dire mise en production, plutôt mise en circulation, il a produit plus de CO2 qu'un véhicule thermique. Ça c'est clair. C'est ce qui est illustré par la petite voiture verte, qui est légèrement au-dessus de la voiture noire.
Ok, puis après, ce véhicule électrique, suivant comment il a été produit, avec quel niveau de performance énergétique, avec quel matériau, il va nécessiter soit un peu plus de CO2 que la véhicule thermique, soit beaucoup plus de CO2. Ça dépend de la qualité des matériaux qui sont utilisés, ça dépend de la façon dont ils ont été produits. Donc, extrêmement important, ça le point de départ. Bon, puis après, ce véhicule il roule toute sa vie, il va rouler une dizaine d'années, et suivant comment il est alimenté, s'il est alimenté par de l'électricité décarbonée ou pas, eh ben, il va ou pas produire de manière indirecte du CO2. Bon, alors quand on est en Europe, et notamment quand on est dans les pays, en France évidemment, et dans les pays scandinaves, l'électricité est très largement décarbonée. Je ne sais pas le chiffre, mais 95, 17, 18, enfin quelque chose comme ça. Et donc, tout au long de sa vie, il va émettre quasiment pas de CO2 ce véhicule. Et donc, pour un véhicule, on va dire en France, on est en France, produit avec des matériaux de très bonne qualité, donc d'excellentes performances énergétiques, le véhicule électrique il va produire 10 fois moins de CO2 tout au long de sa vie que son équivalent thermique. Donc c'est évidemment un contributeur très très fort à la transition énergétique et évidemment à la baisse de l'émission de CO2. Alors, pourquoi je vous parle de batterie électrique alors que je vous ai dit qu'on était un fabricant de graphite? On va dire c'est quand même pas très très logique. D'abord, pour comprendre ça, plusieurs technologies de batterie, il y en a plein, il y en a toute une série, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin il y en a une dont vous avez tous entendu parler, c'est la batterie lithium-ion. C'est celle qui équipe aujourd'hui à peu près tous nos équipements électroniques portatifs depuis très longtemps maintenant, et puis c'est celui qui équipe à 98% les véhicules électriques d'aujourd'hui. D'accord ? Et ça c'est vrai pour les 10 à 15 ans qui viennent. Il y a d'autres technologies qui vont arriver sur le marché, il y a d'autres technologies qui vont remplacer le lithium-ion, qui sont déjà existantes dans les labos. Vous avez sûrement entendu parler de piles à hydrogène, vous avez sans doute peut-être, pour certains, entendu parler de batterie état solide ou d'autres technologies de batterie, parce qu'il y en a plein. Bon, c'est pas pour les quelques années qui viennent. C'est probablement pour 2040, plus que pour 2030-2040, plus que pour 2020. Okay, bon, donc c'est des batteries lithium. Si vous allez au slide suivant, la batterie lithium-ion, en fait, c'est une batterie graphite. Je déjeunais à midi, j'ai expliqué ça. Bon, alors, on ne va pas rentrer évidemment dans la composition détaillée d'une batterie lithium. Il y a plein d'éléments dans une batterie lithium-ion. Il y a une cathode, il y a des séparateurs, il y a de l'électrolyte, il y a des liants, il y a tout un tas d'autres choses comme des feuillets métalliques qui supportent tout ça. Et puis il y a une anode. Et cette anode, en fait, elle est faite essentiellement de graphite. Okay. Et vous retenez simplement que pour faire 1 kWh de batterie, une voiture c'est à peu près entre 50 kWh si on prend une Zoé nouvelle génération, 100 kWh si on prend une Tesla. Donc c'est entre 50 et 100 kg de graphite. Et si on le ramène, je crois que je l'ai mis sur le slide suivant, je ne sais plus, ouais. Si on le ramène sur la composition, enfin la répartition en masse des matériaux qui sont utilisés dans une batterie, là, vous voyez que vraiment le tout premier composant c'est l'aluminium, le deuxième c'est le graphite, et qu'il faut aller complètement de l'autre côté du camembert pour voir le lithium qui pèse 2% du total. Donc c'est bien une batterie, bon graphite, je dis graphite parce que ça m'intéressait, mais aluminium, cuivre, acier, enfin, et tous les autres composants. Hein. Ok. Alors, du coup, nous, on est fabricant de graphite. On est fabricant de graphite en Europe, ça tombe bien. Le marché européen, je l'ai dit, a une très forte croissance. Et puis, on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, travaillé très fort sur notre performance énergétique pour produire du graphite. Aujourd'hui, ce graphite, et globalement toutes les batteries, elles viennent d'Asie, et plus précisément à hauteur d'à peu près 85% pour ce qui est du graphite, de Chine. Et produit dans des conditions à la fois environnementales et de performance énergétique qui ne sont pas du meilleur niveau qu'on puisse connaître aujourd'hui. C'est particulièrement vrai pour le graphite naturel, je ne rentre pas trop dans le détail, mais pour ce qui est du graphite synthétique, c'est-à-dire celui que nous on produit, il est fait essentiellement en Chine sur une base de technologie dite Hutchison, donc ça va parler à certains je pense.
qui est la technologie historique de graphitation de graphite synthétique, de production de graphite synthétique, qui a, c'était les premières technologies, ça date des années 20, qui a eu l'avantage, le privilège de démarrer la production de graphite synthétique, mais qui a été largement dépassée depuis par d'autres types de graphitation, où en fait l'énergie qu'on injecte dans le produit pour transformer le carbone en graphite, sans rentrer dans trop de détails techniques, est injectée directement et donc est infiniment plus efficace. Typiquement, pour produire du graphite avec une technologie dite longitudinale, celle qu'on utilise chez Carbone Savoie, il va falloir 3-4 fois moins d'énergie que pour faire du graphite avec la technologie historique. Donc évidemment que nous, on se positionne sur un marché européen qui va être hypersensible à cette dimension énergétique, cette dimension environnementale, qui dit énergie dit aussi quelque part CO2 à un moment ou à un autre. Et ben, on va essayer de se positionner comme ça, puis ça va nous permettre aussi d'un point de vue compétitif, puisqu'on parle de l'automobile, et là-dessus on est tous hyper exigeants collectivement sur le prix de nos véhicules. Ça va nous permettre de résister à cette industrie qui est extrêmement exigeante en termes de compétitivité. Merci pour l'invitation. Donc, juste pour moi de passer derrière toi, Edouard, mais bon, j'ai une feuille de notes et je vais essayer d'être assez synthétique, puisque bon, effectivement aujourd'hui on pense qu'il y a le nucléaire a un avenir en France et en Europe, et je vais vous présenter un peu ça. Donc moi c'est Alexandre Crétiot, je suis délégué syndical central pour la CFDT au sein de Framatome. Donc Framatome c'est l'éclatement du groupe Areva, où il y a une partie qui s'appelle Orano, avec ce qui est le combustible, et une partie maintenant qui s'appelle Framatome, qui vient d'être acheté depuis 2 ans par EDF. Et donc on fait l'assemblage du combustible, la conception des réacteurs nucléaires, jusqu'à la maintenance. C'est une chaîne assez globale. C'est 10 000 salariés répartis dans 13 établissements dans toute la France. Donc je suis au comité de France EDF aussi. Et je suis... Pardon. J'ai trop attendu avant de parler. Et je suis aussi au conseil de surveillance Framatome, donc avec Jean-Bernard Lévy et notre PDG Fontana. Donc pourquoi je vais vous présenter cette partie sur le nucléaire? Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que je vais commencer ma présentation par différents rapports. Je me suis appuyé là-dessus. Notamment le dernier en date, le rapport du GIEC, qui est un groupement d'experts intergouvernemental, qui est sorti en septembre 2019 et qui fait le lien entre les problématiques du le réchauffement climatique et le CO2. Et puis, un peu le GIEC, sa mission, c'est aussi d'informer les différents décideurs politiques dans les orientations à prendre pour combattre ce réchauffement climatique. Et une des réponses pour nous, aujourd'hui, c'est le nucléaire, parce que le nucléaire, c'est une énergie bas carbone, qui est pilotable, qui est abondante, et on ne le rappelle jamais assez. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des Français qui estiment que ce qui est rejeté par les aéroréfrigérants, les centrales, c'est du CO2, alors c'est juste de la vapeur. Donc ça c'est important de le rappeler aussi. Juste, je te laisse définir. Là, si tu peux cliquer sur le taux de réchauffement actuel. Donc en fait voilà, ça c'est un document du GIEC qui sort du rapport de septembre et qui indique simplement que la température moyenne a augmenté de 1 à 1,5% au cours des 150 dernières années. Et si on regarde le modèle de consommation actuel d'ici à 2050, on augmentera encore d'1,5 degré, donc ce qui va être assez catastrophique, enfin qui va impacter toute la biodiversité, nos modes de fonctionnement, etc. Donc ce rapport, en parallèle, on a une forte dépendance énergétique par nos nouveaux modes de consommation. On a aussi les prévisions qui sont faites au niveau mondial, c'est que la consommation d'électricité va doubler d'ici à 2040, avec toutes les nouvelles technologies qui sont mises en place. J'y reviendrai après. Donc pour nous, le constat il est donc assez simple. Si on veut stabiliser la température mondiale, et c'est aussi le constat que partage le GIEC, c'est qu'il faut efficacement réduire nos émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et une partie des réponses, si on veut
de l'énergie abondante et pilotable, c'est un mix énergétique avec du renouvelable, mais aussi une partie nucléaire où le nucléaire, dans ce mix énergétique, a toute sa place. Donc, je refais un peu d'histoire. Pourquoi la France? C'est un focus plus un peu Europe, mais aussi France. C'est d'où on est parti. Aujourd'hui, en France, donc il y a 58 tranches, il y a 58 réacteurs nucléaires. Et puis on est parti, en 70, on a connu le choc pétrolier avec l'augmentation du prix du brut qui a été quadruplé. Donc, pour pallier à ça, il y a eu le plan Messmer qui a été mis en place et on a fait le choix en France de mettre un parc nucléaire, enfin une énergie essentiellement basée sur le nucléaire. Donc cette stratégie elle permet plusieurs choses, notamment d'avoir un système électrique français aujourd'hui qui est à 94% bas carbone, avec une combinaison énergie renouvelable et nucléaire. C'est aussi une force puisqu'on est indépendant dans notre énergie, on n'est pas dépendant du gaz russe, etc. Et ça permet aussi d'avoir des tarifs plus que corrects, puisqu'en France, par rapport, Edouard l'a dit tout à l'heure, mais par rapport à nos collègues allemands, on a quand même une facture énergétique bien plus faible que nos voisins européens. Donc la filière nucléaire, c'est quoi aujourd'hui? C'est une filière plus globale. En quelques décennies, l'industrie nucléaire elle s'est développée avec l'industrie nucléaire française, avec le plan Messmer. On a construit donc 58 réacteurs nucléaires entre les années 70 et 80, enfin 90 même. Aujourd'hui, c'est 2600 entreprises, des PME, des grosses entreprises, mais aussi beaucoup de petites entreprises, et surtout un bassin d'emploi qui garantit 220 000 emplois non délocalisables, puisque le nucléaire, on résonne beaucoup en territoire, et aujourd'hui, ça fait débat, on sait que Fessenheim va fermer, je peux vous garantir que sur le bassin, l'impact de la fermeture de ces centrales qui vont intervenir en 2022, il me semble, c'est catastrophique pour le bassin. On parle des emplois directs, mais il y a tous les sous-traitants, et ça, on ne les prend pas assez en compte. Donc ça, c'est un gros problème. Dans le domaine du nucléaire aussi, on est expert, enfin c'est la troisième filière industrielle en France, derrière l'aéronautique et l'automobile, donc c'est à peu près 2% des emplois français, la filière nucléaire. Et puis aussi, on a une expertise, puisqu'on a quand même créé nos parcs, on a la maîtrise pratiquement de A à Z de cette filière. Donc ça va de l'enrichissement de l'uranium à la construction de centrales et aussi à la reconversion de nos produits nucléaires. Voilà, pour l'Europe, donc la France, 58 réacteurs. Aux dernières estimations, alors j'ai un document de 2018 d'RTE où on fonctionne, enfin c'est 71% de l'électricité qui est produite par le nucléaire, et je rappelle juste que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, indique qu'à l'horizon 2030, 40, 50, je ne sais plus, on doit arriver à un mix énergétique avec 50% de nucléaire. Donc nous on s'inscrit totalement dans cette démarche, même au niveau confédéral pour la CFDT, donc toutes les énergies ont leur place, mais 50% de nucléaire, ça ne veut pas dire 0% de nucléaire, c'est ça aussi l'envers du décor. Donc, on a un petit focus aussi, parce qu'on parle beaucoup de nos copains européens, chinois. Il faut savoir que les Chinois, aujourd'hui, ils ont compris que l'énergie pilotable et abondante du nucléaire est assez favorable pour eux. Ils ouvrent à peu près une tranche par an en ce moment. Donc, ils sont sur un schéma, c'est pratiquement tous les 15 jours une tranche à charbon qui est ouverte, et puis une tranche nucléaire par an sur le territoire chinois. Donc, ils sont en train aussi de nous rattraper. On leur a vendu, quand l'époque Areva n'allait pas bien, on leur a vendu toutes nos panels de briques technologiques. Maintenant, ils sont restants, on a fait de l'argent avec ça. Donc maintenant, c'est eux qui ont quelque part le monopole. Et on a la chance, j'y reviendrai un petit peu après, d'avoir notre EPR, c'est notre savoir-faire français qui fait débat. On peut y revenir sur Flamanville et les différents EPR en France. Mais on garde cette main sur ce réacteur de 3e génération plus.
Et puis aussi, on peut noter que l'Allemagne, en 2022, va arrêter l'ensemble de ses réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est un problème, puisqu'il bon, se développe beaucoup sur le photovoltaïque et l'éolien. Le souci, c'est que pour pallier à ça, pour faire tourner leur industrie, ça ne leur suffit plus. Donc ils ont réouvert des centrales à charbon, du moins ils les maintiennent. Donc ils remplacent une énergie décarbonée, le nucléaire, par d'autres énergies décarbonées, donc l'éolien et le photovoltaïque, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, ils ouvrent des centrales à charbon, et ça fait de l'Allemagne le pays émetteur de CO2 en Europe. Voilà, tout simplement. En plus du lobbying qu'ils sont en train de faire à la Pologne, ils sont en train de forcer un peu la main au gouvernement polonais pour créer une centrale nucléaire en Pologne, qui serait prêt même un peu à financer pour récupérer gracieusement une production électrique nucléaire à moindre coût. Donc voilà, ça c'est aussi un peu l'envers du décor, et bon, c'est des choix politiques. Mais... Donc sur nos modes de consommation, on a... hop, je prends le fil. Une consommation d'énergie au niveau du pays de l'Europe qui représente 15% de la consommation mondiale. Elle augmente à peu près aujourd'hui entre 1 à 2% par an. On a connu entre 1995 et 2004 une hausse de 11%, due aux nouvelles technologies, etc. Pour la France, on est globalement une consommation qui stagne depuis 2010. Alors, il y a plusieurs effets à ça. Il y a eu beaucoup de pédagogie de fait aussi sur la réduction de nos consommations. Du distributeur au consommateur, on est un peu plus vigilant à faire attention à notre quotidien. Il y a eu différentes mesures aussi, notamment sur les crédits d'impôt pour refaire les logements, etc. Donc ça contribue fortement à réduire à moins gaspiller cette énergie. Et puis aussi, on a une hélice qui met les compteurs Linky en place, donc ça permet de piloter en temps réel la consommation. Et puis on est aussi sur des modes qui évoluent et qui vont évoluer. Donc fatalement, avec tout ça, on va avoir une consommation qui va augmenter et il faudra bien répondre par des moyens bas carbone. En 2017, j'ai récupéré que ça, c'est les données RTE, mais on était à 71% de la production qui émanait du nucléaire, 14% de l'énergie hydraulique, 6% du gaz, 4% sur l'énergie solaire, et puis l'éolien qui pesait 3%, donc ça a évolué depuis, parce qu'on fait beaucoup d'efforts, très peu, mais bon voilà, et puis 1% nos collègues du charbon qui sont presque appelés à s'éteindre gentiment. Voilà. Je lève, puisque apparemment tout le monde se lève, je fais pareil. Oui, je ne suis pas venu pour rien, d'autant plus que je suis venu depuis 5 h du matin. Donc si je viens pour rien dire, ça serait malheureux. Mais avant de développer le sujet qui est le mien, que je souhaite partager avec vous, il faut peut-être qu'on se pose la question d'abord, pourquoi cette transition énergétique? Parce qu'on parle de la transition énergétique, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Je rappelle quand même que la facture énergétique de l'Europe représente 400 milliards d'euros par an. Donc 40% de cette énergie-là est dédiée uniquement au chauffage des bâtiments. Donc vous avez parlé tout à l'heure de l'obligation d'isolation. Effectivement, sur la ressource-là, il y a des fonds européens qui sont dédiés. Mais donc, alléger la facture énergétique européenne, mais surtout ne plus être dépendant des autres, et surtout des énergies fossiles, mais aussi, il ne faut pas non plus se leurrer, l'Europe est aussi un vaste marché de peut-être 27, je ne sais pas si on va rester à la clique, où effectivement il y a aussi les interconnexions, la libéralisation de la politique énergétique fait que l'idée, c'est que chaque citoyen européen puisse accéder à l'énergie, quel que soit le lieu d'habitation. Alors nous, c'est peut-être pas notre peur quand les hivers arrivent, mais il y a encore des pays en Europe où les citoyens, je pense à la Roumanie, je pense à la Bulgarie, je pense y compris à certains endroits de la République tchèque ou ailleurs, qui craignent l'avenir de l'Europe parce que souvent, ils n'ont pas accès à l'énergie pour se chauffer. Et ils sont complètement dépendants du gaz, enfin ils étaient complètement dépendants du gaz russe, et l'idée de la politique énergétique européenne est aussi d'avoir une vaste interconnexion au niveau européen, ça va dans ce sens-là. Et on parlait tout à l'heure de politique
industrielle? Est-ce que l'Europe, est-ce que la France a une politique industrielle? Est-ce que l'Europe a une politique industrielle? Non. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé au Parlement européen en 2014, c'est ce que je dénonçais. Mais je le dénonçais déjà en France. La France, depuis les années 70-80, n'a plus jamais eu de politique industrielle. La seule politique industrielle que nous avons vécue, que nous avons subie, ça a été la privatisation de tous les secteurs industriels. C'était chercher un repreneur, et la politique industrielle, c'était trouver le repreneur qui fasse tourner des installations, quelles qu'elles soient. Une fois qu'elles ont été amorties, que les investissements ont été amortis, une fois qu'ils ont fait assez de fric, si ça continuait à être rentable, ils restent en France, les industries ne sont plus assez rentables, ils partent. Et ce n'est pas la sidérurgie, ni même le secteur de l'aluminium qui va me dire le contraire. Donc ça, ce n'est pas une politique industrielle. Il faut qu'on réfléchisse ensemble comment l'Europe arrête d'être l'idiot du village du monde. Parce que vous parlez tout à l'heure, effectivement, est-ce qu'on ne peut pas être toqué sur les différentes aides que l'Europe ou la France peut apporter à des entreprises comme les vôtres? Je rappelle quand même que s'il y a une économie qui est 100% sous perfusion publique, c'est bien l'économie chinoise. Si aujourd'hui ils arrivent à nous vendre des produits aussi bas, c'est parce qu'il y a des centaines et des centaines de milliards de dollars qui sont injectés tous les ans dans l'économie et dans les industries chinoises. Et la Chine a une véritable politique industrielle. La Chine a une vision de ce que doit être le monde, en tout cas vu par eux. C'est gagner des marchés partout, quel que soit le prix. Parce qu'aujourd'hui, la chance de la Chine, c'est que c'est une grande puissance économique, une grande puissance financière, elle a les moyens de casser la concurrence, si on les laisse faire évidemment, et une fois qu'elles ont gagné les marchés, je peux vous assurer qu'elles imposeront leur point de vue, leur prix et leur philosophie. Lorsque moi, des fois, j'entends certains constructeurs automobiles dire on se réjouit des fortes importations d'acier chinois parce que ça fait baisser le prix des voitures, mais ça me fait doucement rigoler. Déjà, pour le moment, je n'ai pas vu, moi, de baisse du prix des véhicules, en tout cas pas de manière significative. Et puis, quand bien même, si demain, l'activité de la sidérurgie chinoise ou aluminium, parce que c'est aussi, je rappelle quand même que la production d'aluminium chinoise, c'est quasiment 50%, plus de 50% de la production mondiale. Ils sont quasiment en situation de monopole mondial. Et là, l'Europe ne dit rien. Le jour qu'ils auront tous mis à genoux, que les industries européennes auront disparu, je peux vous assurer que la récréation serait terminée. Regardez ce qui se passe avec le pétrole. En quoi l'Europe influe sur le cours du baril de pétrole? Rien. Nous sommes spectateurs, malgré nous, de la fluctuation du prix du baril de pétrole. Eh bien, de mon point de vue, c'est pareil pour tout le reste, pour tous les bords de nos industries. Et moi, j'étais au Parlement européen, non parce qu'un jour je me suis dit, tiens, j'allais au Parlement européen, mais parce que je viens du monde de l'industrie. Je viens d'une région fortement industrialisée, qui s'est désindustrialisée, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je sais que les richesses qu'apporte une industrie dans une vallée, dans un territoire, et une usine, une entreprise, c'est pas uniquement un lieu de production d'un bien de consommation, c'est beaucoup plus que ça. La présence d'une entreprise, c'est aussi la création de richesses pour la collectivité. C'est aussi grâce aux usines, aux entreprises, que nous avons des routes, des écoles, des crèches, des hôpitaux, etc. etc. Le jour que ces entreprises-là ferment, ben c'est tout ça qui meurt et qui disparaît, d'où la paupérisation de certains territoires, et c'est aussi une des raisons, pas seulement, de la crise des Gilets jaunes. On peut en parler tout à l'heure. Hein. Et puisque, justement, un petit clin d'œil sur les Gilets jaunes, je rappelle quand même on commémore, je crois, ça fait 1 an que la crise des Gilets jaunes a commencé, et elle a commencé sur quoi? Sur la taxe carbone sur les carburants. Et tout le monde, enfin beaucoup ont dit, mais c'est impensable, on ne peut plus accepter ça. Et le gouvernement, mais je dis celui-là, mais je suis sûr que l'autre précédemment aurait dit la même chose, et l'autre d'avant aurait dit la même chose, vous comprenez, il faut préserver la planète, et là on fait référence à la COP21. Il faut préserver la planète, parce que l'on a qu'une donc il faut bien que chacun contribue à l'effort pour améliorer l'air qui resterait respirable, et à travers ça, on met une taxe carbone sur le prix de l'essence. Mais, je vais dire pourquoi pas. Mais le gouvernement omet de dire qu'au même moment où il voulait mettre cette taxe carbone sur le carburant, il octroyait des centaines de millions, des centaines de milliards à l'échelle européenne, de droits pollués aux entreprises les plus énergivores, les plus
émettrice de CO2, sans aucune contrepartie. Sans aucune contrepartie, et ça, je l'ai vu les 5 années passées au Parlement européen, ça s'est chiffré en plusieurs milliards, et les secteurs qui ont plus profité de ces quotas gratuits du CO2, ça a été la sidérurgie, la pétrochauffeur, la chimie et les cimentiers. On leur a donné des dizaines de milliards de droits pour lui gratuitement. Je rappelle quand même que l'idée des quotas gratuits, c'était d'éviter la fuite carbone, de garder la compétitivité de l'entreprise, moyennant des investissements. Or, que nenni, personne n'a mis d'investissement. Moi, j'ai vu dans la boîte où je travaillais dans le passé, où sur la période précédente, ils se sont mis dans la poche, je parle des actionnaires, l'équivalent de 1 milliard d'euros de quotas gratuits qu'ils avaient reçus de l'Union européenne, qu'ils ont revendus sur le marché carbone. Tout ça, c'est terminé. Enfin, ça va être terminé, j'aurais dit tant mieux. J'aurais dit tant mieux, mais si ça, les choses restent comme ça, on a du souci à se faire. Parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de la concurrence chinoise, concurrence déloyale. L'Europe s'est dotée d'un instrument politique et juridique pour contraindre effectivement les entreprises les plus énergivores et les plus émettrices de CO2 à changer de process, à investir pour réduire les émissions de CO2. Mais elle émet cette contrainte uniquement aux seuls industriels européens. Il n'y a rien sur les importations des produits, ou même des matières premières. Et là, le bas blesse. Parce qu'effectivement, si on court à 100 mètres, Jean-Luc et moi, si on me met en plus 1 kg de 100 kg, un sac de 100 kg sur le dos, même s'il est gringalé, il gagnera. Hein? Donc c'est ça. L'idée, c'est comment on met en place une politique qui fasse que l'ensemble des efforts soient collectifs et profitent à tous. Parce que sinon, non seulement ça continue comme ça, on n'aura pas fait de la planète, mais en plus, on va perdre nos emplois, nos industries. Donc ça, c'est pas possible. Et là effectivement, puisque alors, j'ai fait ce que j'ai pu, je rappelle que j'étais un député parmi 751. Et si tu avais mieux voté, non, je vais t'appeler. Si les Européens avaient mieux voté, l'Europe serait peut-être un peu moins libérale, parce que l'Europe est peut-être libérale, et comme je dis à chaque fois, que ce soit les commissaires ou que ce soit les députés européens, personne n'a pris le pouvoir par les armes. Ils ont tous été élus démocratiquement. Donc il faut croire que cette Europe-là, en tout cas, elle convient à une majorité. Mais ça ne suffit pas. On voit bien les effets pervers de cette libéralisation à outrance. On a parlé tout à l'heure des barrages hydrauliques. Je rappelle quand même, puisque à chaque fois que tu parlais de l'Europe, c'est pourquoi tu me regardais. Mais justement, puisqu'on est là dans un colloque, dans un débat, pour faire aussi un peu de pédagogie, en 2 mots, je ne vais pas être très long, je vais expliquer comment fonctionne l'Europe. Ça paraît très compliqué ici, parce qu'on essaie de faire croire que c'est compliqué. Mais en réalité, c'est très simple. L'Europe, c'est ce qu'on appelle le triangle des institutions. Donc il y a le Conseil, ce sont les États, la Commission, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, le gouvernement de l'Europe, et vous avez le Parlement. Et depuis 2014, le Parlement européen, nous avons un droit législatif, et nous pouvons nous bloquer toute directive. Et ça se fait à une majorité. Mais comment que ça fonctionne? Puisqu'on parlait tout à l'heure de la transition énergétique, comment ça se fait que l'Europe, comment ça se fait que ce fameux directeur de commissaire, je sais pas, comment ils ont décidé ça? Ben, ça se passe au Conseil. L'hypocrisie, le bal des faux culs des ministres et des chefs d'État, je peux vous assurer qu'il est ahurissant. Chaque fois, il y en a un qui sort et dit, pour moi, c'est l'Europe. Pas plus tard que l'année dernière, je fais un petit écart. Au mois de juillet, j'écoutais la radio au moment de la réforme de la SNCF et j'entendais la ministre Elisabeth Borne, la ministre française, où un journaliste lui pose la question, mais Madame Borne, pourquoi vous obstinez à mettre en place une réforme dont les Français ne veulent pas? Réponse de la ministre, moi j'étais atterré, vous comprenez, je n'y peux rien, c'est Bruxelles qui me l'impose. L'auditeur qui écoute ça, dit, plus bête, des salauds de Bruxelles, des technocrates de Bruxelles, il faut aller là-bas. Mais comment ça fonctionne? C'est qu'au préalable, il y a eu un débat au Conseil. Et que les ministres des transports européens se sont mis d'accord pour la libéralisation du transport de voyageurs. Et que la France a donné son accord.
Et ensuite, la Commission vient avec son texte, c'est voté au Parlement européen, et une majorité de parlementaires la vote. Ça s'appelle la démocratie. On peut ne pas y arriver, mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour les barrages hydrauliques. Qui s'est engagé auprès de la Commission européenne à dire allez, laissez-nous tranquilles avec le nucléaire, vous n'en avez pas trop, et on vous promet qu'on cédera les barrages hydrauliques et on laissera ça au privé. C'est le monsieur qui veut électrifier l'Afrique, M. Borloo. C'est lui qui s'est engagé auprès de la Commission européenne. Et lorsqu'il y a un engagement, c'est pas uniquement je te tape sur l'épaule et je te dis allez viens, l'année prochaine je te cède. C'est un accord, c'est la Commission demande à chaque année aux États quelles sont vos orientations sur la politique énergétique, sur la politique de transport, sur la politique des retraites, etc. Et chaque pays donne sa feuille de route. Et c'est la France qui donne sa feuille de route à Bruxelles. C'est pas Bruxelles, contrairement à ce que j'entends, qui dit à la France ou à l'Italie ou à l'Espagne ou au Luxembourg, vous devez faire comme ça. Ce sont les États qui donnent leur feuille de route. Après, ils se mettent d'accord sur une philosophie générale et la Commission, effectivement, elle met en œuvre les décisions qui ont été prises d'abord au Conseil. Donc tout ça pour dire que ça peut paraître facile de dire c'est la faute à Bruxelles. Je dirais forcément, c'est la faute à tous les manques de courage. Tous ceux qui manquent de courage, qui n'osent pas dire oui, c'est vrai que j'ai défendu telle et telle position au niveau européen. Regardez l'hypocrisie encore. On parle de la COP21, en même temps, le gouvernement et le Parlement européen, j'en étais, mais je n'ai pas voté pour, mais je suis un légaliste et un démocrate, je respecte la majorité. L'accord du CETA, qui a été voté et validé par la France, voté majoritairement par le Parlement européen, et l'accord du Mercosur. Là, et on nous parle de la COP21. Il faut rester un peu raisonnable. Quoi. Donc je veux dire, voilà, je voulais faire cet aparté sur le fonctionnement de l'Europe parce que c'est pas à Bruxelles que ça se passe. Je ne connais pas de technocrates qui le matin se réveillent et se disent tiens, je vais emmerder les Français en vendant les barrages hydrauliques. Ou tiens, je vais emmerder la SNCF et je vais privatiser, ou en tout cas je vais ouvrir à la concurrence le transport des voyageurs. La France a donné son accord. Et un grand pays comme la France, je peux vous assurer qu'elle pèse. La preuve sur les batteries, la politique d'Airbus de la batterie européenne, c'est le duo, la France et l'Allemagne, qui sont un peu la locomotive, passez-moi l'expression, de cette politique. Et il y a eu, même si effectivement pour l'instant ça n'est qu'une vision d'assemblage, mais l'idée c'est d'être un acteur à part entière au niveau européen. Et il y a eu une enveloppe de 5 milliards d'euros qui a été débloquée pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement des assembleurs. Mais sur la transition énergétique, il faut aussi pointer, encore une fois, l'hypocrisie des États. Moi, j'ai remarqué une chose en 5 ans de Parlement européen, c'est que la faiblesse de l'Europe, et ça tout le monde l'a compris, en tout cas, on devrait tous le comprendre, la faiblesse de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Et les Chinois l'ont très bien compris. Et les Chinois jouent là-dessus. Quand l'Union européenne fait voter une décision qui nuit, c'est pareil pour les États-Unis, le Canada ou autre, mais la Chine, c'est plutôt une puissance économique extraordinaire, mais quand l'Union européenne s'apprête à voter une législation qui pourrait aller à l'encontre des intérêts chinois, les Chinois envoient, ils ne doivent même pas les envoyer, c'est bien sur place, une armée de diplomates qui vont voir tous les gouvernements et qui les mettent en garde. En disant aux Espagnols, attention à ce que vous allez faire, n'oubliez pas que la moitié de votre dette, c'est la dette non. En allant voir Mme Merkel, attention à ce que vous allez faire, si vous voulez continuer à vendre des Volkswagen chez nous. Moi je pensais qu'en Allemagne c'était Merkel, la chancelière. Non, c'est le patron de Volkswagen, le chancelier. Parce que c'est lui qui décide de tout. Je peux vous assurer que j'ai vu le poids et l'impact des décisions qu'a Volkswagen sur la politique allemande. Et ça n'est pas que des mots, c'est vraiment une réalité. On va voir les Français, à l'époque, François Hollande, attention, si vous continuez à vendre du fromage et des vins chez nous. Donc forcément, ça refroidit. Et donc on joue les uns contre les autres. Et là, il faut une véritable politique industrielle, mais il faut, entre guillemets, chasser en meute. C'est mon expression. Il faut qu'on se coordonne. Tu as pris l'exemple de la déroute des panneaux photovoltaïques, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre pays européens. J'ose espérer qu'avec la batterie européenne, on va apprendre de nos errements. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'État, je suis toujours un peu désabusé lorsque les fournisseurs d'énergie, Engie ou d'autres, font des publicités, installer des panneaux photovoltaïques, vous avez des financements publics, etc. Mais ce sont des panneaux photovoltaïques chinois,
Donc l'argent public français aide à soutenir l'industrie des panneaux photovoltaïques chinois. On marche sur la tête. Donc, fort de ce constat, moi je suis parti bien en tête, même parce que, effectivement, parmi 751, même si on a beaucoup d'ambition et on veut défendre l'industrie, on est quand même assez isolé, surtout lorsque vous n'êtes pas du sérail de la politique politicienne. Moi je viens du monde de l'entreprise, quand je parle et quand je m'exprimais au Parlement européen, je savais de quoi on parle. Et c'est là où, effectivement, il est dangereux de les laisser faire tout seul. Que les politiques. Il faut des politiques. Mais il est dangereux de les laisser faire tout seul. Pourquoi? Par exemple, nous, on défend depuis déjà une bonne dizaine d'années, et c'est un rapport que j'ai fait voter en 2014 au Parlement européen, l'ajustement carbone aux frontières. C'est pour éviter justement cette concurrence déloyale où tout le monde doit être soumis aux mêmes règles. Eh bien, la Commission européenne, avec d'autres évidemment, nous disait mais c'est pas possible, c'est irréalisable, comment voulez-vous tracer l'empreinte carbone de chaque produit? J'ai dit écoutez, je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est très simple. En tout cas, pour les produits, les matières premières, les produits semi-finis, il n'y a pas plus facile que ça. Je ne dirais pas la même chose pour un véhicule, pour des pièces manufacturées un peu plus techniques, un peu plus, mais pour les semi-produits, il n'y a pas plus facile que ça. Je dis, moi qui traite dans une aciérie, avant même d'avoir commencé à fondre le premier gramme de millisphère, il y a ce qu'on appelle la fiche produit, où tout est indiqué. Le taux de soufre, le taux de carbone, la température de coulée, le nom de l'opérateur, et cette fiche-là, cette fiche d'identité du produit, elle suit le produit tout au long du process de fabrication, et on garde cette fiche-là encore pendant 10 ans dans nos archives. Au cas où il y a un souci, qu'un client vienne vous voir, vous achetez une voiture, votre voiture au bout de 6 mois elle commence à pourrir, tiens, que se passe-t-il? Eh bien, on sait rechercher dans cette fiche-là s'il n'y a pas un incident technique. Donc il y a juste à rajouter une ligne pour dire, pour produire cet acier, cet aluminium, ce verre, ce bout de plastique, eh bien, on a X grammes ou X tonnes de CO2. Et la différence entre l'ajustement carbone aux frontières et la taxe carbone, parce que j'entends beaucoup parler de taxe carbone, pour moi c'est pas du tout la même chose, c'est qu'une taxe carbone c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un impôt que l'État prélève sur un produit, comme la TVA, et cet argent-là va dans les caisses de l'État, on ne sait pas ce qu'il en fait avec. Peut-être qu'il l'utilise bien, peut-être pas, je n'en sais rien, en tout cas ça va dans les caisses de l'État. L'ajustement carbone aux frontières que je défends, moi, c'est plutôt un signal vertueux quand vous l'envoyez, et aux producteurs européens, et surtout à ceux qui veulent vendre sur le marché européen. On garderait ces droits à polluer, ces quotas gratuits octroyés aux entreprises qui sont soumises à la fuite carbone, ou en tout cas à une concurrence mondialisée, pendant X temps à négocier, à discuter, parce que moi je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut 5 ans, 10 ans, je pense qu'un SAS d'une dizaine d'années, ça me paraît une période tout à fait jouable. Pendant ce temps-là, les entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables, dans les process moins carbonés, etc. Et vous en êtes un excellent exemple, M. Bertin. Vous avez dit tout à l'heure qu'en investissant, vous avez réussi à économiser 15%, si je ne me trompe pas, de gagner en performance. Donc il n'y a pas de secret. Pour être performant, pour être beaucoup plus vertueux, il faut investir. Et donc les entreprises les plus vertueuses, puisqu'elles auront investi, il va leur rester des quotas à disposition, et au lieu de les distribuer aux actionnaires, ben, elles vont les vendre sur le marché carbone. Et qui va acheter des droits à polluer sur le marché carbone européen? Ben, les entreprises qui veulent exporter ou en tout cas importer sur l'Europe. Et on fait d'une pierre deux coups. On maintient la compétitivité des entreprises européennes, on fait du bien au climat, à la planète, et on donne les moyens financiers aux entreprises d'investir dans les nouvelles énergies et dans les nouveaux process moins polluants. Je rappelle quand même que l'idée de la Commission européenne, en tout cas la feuille de route que s'est fixée l'Union européenne, c'est d'arriver à une industrie complètement décarbonée à horizon 2050. On a 30 ans pour faire ce saut technologique, en tout cas cette révolution industrielle. Je pense qu'on n'a pas intérêt, les uns les autres, de monter les uns contre les autres. Au contraire. Là, j'aurais aimé que cette salle soit pleine des habitants de la vallée. Parce que je pense que la transition énergétique, toute transition, quelle qu'elle soit,
ça mérite un débat. Pas uniquement entre les entreprises et les organisations syndicales, ou entre les organisations syndicales, les entreprises et les élus locaux, ou régionaux ou nationaux. Je pense que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et c'est pour ça, à la fin de mon mandat, avec des collègues, des amis, on a beaucoup réfléchi là-dessus, dont Philippe qui est ici présent, on a créé une association qui s'appelle Bridge. Alors c'est pas le jeu de cartes, je ne sais pas jouer au Bridge, hein. Mais Bridge qui veut dire bâtir le renouveau industriel sur la démocratie et le génie écologique. C'est un vaste nom, c'est très joli, mais ça veut dire quoi? Et ça veut dire que justement, le génie écologique, c'est pas M. Bertin, c'est pas M. Pozzalo, c'est pas moi ou vous individuellement qui l'avez, c'est de la réflexion collective. Et c'est mettre autour d'une table tous les acteurs, toutes les parties prenantes, les chefs d'entreprise, les organisations syndicales, les élus, les ONG, la société civile, et réfléchir ensemble sur quel mode de transition, à quelle vitesse, quand, comment, avec quels moyens. Parce qu'il faut aussi qu'on prenne en compte aujourd'hui l'acceptabilité sociétale lorsqu'un investissement est fait. Est-ce qu'il est fait à bon escient ou pas à bon escient? Regardez ce qui se passe dans le bassin de Fos-sur-Mer, les Tempères. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais c'est un bassin industriel où il y a à peu près une centaine d'industries de toutes sortes, sidérurgie, pétrochimie, etc. Ça fait... c'est un bassin qui a été construit dans les années 70, début des années 70, et qui est une véritable catastrophe environnementale. Une véritable catastrophe. Alors, à l'époque de mon père, même à mon époque, lorsque je commençais à travailler à l'usine, à 18 ans, on se disait, bon, on savait que on respirait de la poussière, on respirait des produits, on inhalait des produits qui étaient pas bons pour la santé, mais on se disait, bon, au moins, elle nous donne du boulot. C'est fini cette époque-là. L'usine de papa, c'est terminé, ça. Et donc, que s'est-il passé, puisque tout le monde a été sourd aux inquiétudes, aux interpellations de la société civile, que ce soit les industriels, ou y compris les élus, et je peux les comprendre, parce que si on emmerde une entreprise, elle vous dit, ben, si vous m'emmerdez, je me casse. Si l'entreprise se casse, ben, c'est moins de rentrée d'argent pour la collectivité, c'est toujours un peu délicat. Mais résultat des courses, les riverains se sont organisés en association, qui vont devant les tribunaux, qui portent plainte. Et vous savez quelle est leur demande? La fermeture pure et simple des entreprises. Ça, on n'en veut pas de ça. La semaine prochaine, je suis invité à Tarente, et Litva, je ne sais pas si vous connaissez, le plus gros producteur d'acier européen, qui a été racheté par ArcelorMittal. Enfin, j'ai appris hier que finalement, hop, il se retire, parce qu'il n'a pas les garanties d'impunité du passé. Et là-bas, je peux vous assurer que c'est une ville d'environ 20 000 habitants. 20 000 habitants. Et c'est une ville qui est divisée en deux. Je dis ça aux élus qui sont là, j'espère que jamais vous n'aurez à connaître ça, mais la ville est vraiment coupée en deux. Il y a 50% des habitants de la ville qui disent qu'il faut garder cette entreprise parce que même si elle pollue, elle nous donne du boulot. Puis vous avez l'autre moitié qui dit absolument pas, il faut la fermer parce que à cause de la pollution, il y a X centaines de morts apparemment avérées par des études, des enquêtes médicales. Et on est là bloc contre bloc. Et lorsque nous sommes allés en 2014, c'est mon premier voyage de député européen que je vais faire, j'ai demandé de rencontrer les élus, j'ai demandé à rencontrer les organisations syndicales et j'ai demandé à rencontrer les ONG. Les seuls qui ont accepté de me recevoir, c'est le maire de Tarente. Parce que pour il est emmerdé, c'est pas quoi faire avec moi, donc j'arrive. Les ONG ne voulaient pas me voir, parce que disait Edouard Martin, lui, c'est la première industrie, il vient pour maintenir l'usine d'Ilva, donc il va continuer à être responsable de centaines de morts. Okay. Et puis les syndicats ne voulaient pas me voir, parce que disant Edouard Martin, il est devenu écolo, tout d'un coup, il vient pour faire notre usine, et donc on n'a rien à lui dire. Et c'est seulement au bout de la troisième visite, non sans avoir essayé de discuter les uns avec les autres, où on a fait un colloque, comme là aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de monde que ça. Et ce qu'ils nous ont dit à ce moment-là, ça nous a éclairé, c'est de dire, ok, on n'est toujours pas d'accord, mais au moins, c'est la première fois qu'on se pose, la première fois qu'on se parle, et la solution va venir de là. Elle ne peut venir que de là. D'où l'idée, effectivement, de mettre en place cette association. Et moi, j'en appelle à toutes les bonnes volontés, c'est de dire, arrêtons de croire que parce que je suis chef d'entreprise, parce que je suis élu, parce que je suis délégué, parce que je suis ceci, j'ai la solution à moi tout seul.
La transition énergétique, évidemment, il y a toutes les données techniques et toutes les données économiques que vous avez citées les uns avec les autres. D'ailleurs, j'ai une question à poser après. Mais c'est aussi d'abord quel type de société nous voulons construire ensemble, avec quel mode d'accès à l'énergie et quel mode de process de production d'énergie. Mais néanmoins, moi je suis toujours à l'idée de dire qu'il faut absolument d'abord que l'Europe se dote d'outils qui permettent l'investissement européen et qui permettent à maintenir la compétitivité européenne et à garder nos industries européennes. Et tel que la législation actuelle existe, on n'y arrivera pas. Le marché européen, c'est un marché ouvert à tous les vents. À tous les vents. Et en plus, avec la crise avec les États-Unis, Trump qui ferme ses frontières, il n'a pas fait dans la dentelle, lui. Il n'a que faire de l'OMC. Eh bien, ce marché qui se replie, ce marché qui se rétrécit, eh bien, l'Europe, le marché européen, devient encore un peu plus un marché très pertinent et tous les produits vont se déverser sur notre marché. Et ça n'est pas tout mal. Moi, je prône pour... Certains me disent, oui, mais tu es un protectionniste parce que ce que tu défends, et y compris à l'époque, lorsque j'ai connu Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre, il était venu me voir à Bruxelles, à l'époque, il me disait, oui, c'est une mesure protectionniste. Je dis non. Alors tout dépend, oui, protège l'emploi, protège la planète. Mais pas protectionniste dans le sens où on empêche les autres de venir vendre sur votre marché. On dit aux autres, vous avez le droit de venir vendre sur votre marché, mais voilà quelles sont les règles pour accéder au marché. Et tous les pays, tous les continents du monde font la même chose. Et personne ne crie au scandale. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise mondiale qui va s'installer en Chine en ayant la majorité au capital. C'est pas possible. Et tout le monde veut aller en Chine, parce que c'est des marchés. Regardez ce que vient de faire Mercedes avec justement le producteur de batterie, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, un producteur chinois. Eh bien, le producteur chinois de batterie est rentré au capital de Mercedes à hauteur de 10%. Est-ce que vous pensez que le fabricant de batteries chinois a envie d'aider Mercedes qui traverserait une mauvaise passe? Pas du tout. Ça va être du donnant-donnant. Ok, moi je t'apporte de l'argent frais, je t'apporte l'ouverture au marché, mais moi, toi tu m'apportes aussi le savoir-faire de la production de la voiture Mercedes. Et puis, tu m'ouvres un marché sur le marché, tu m'ouvres les portes du marché européen. Donc, et personne n'écrit au scandale. Il n'y a que nous, Européens, qui estimons que non. Que c'est pas bien de dire à nos amis canadiens non, on ne veut pas de vos vaches, on ne veut pas de votre viande hormonée. C'est pas bien de dire à nos amis américains, on ne veut pas votre poulet au formol. C'est pas bien de dire à nos amis brésiliens, on ne veut pas de vos OGM ou de vos glyphosates, etc. Je ne sais pas, mais c'est quoi la crétinerie que nous sommes en train de défendre? On est en train de tuer l'accord de Paris, qui est, je pense, un accord qui va dans le bon sens. Bon, je pensais, j'avais la naïveté de croire que enfin les grands pays, les grands continents, en tout cas les pays de l'OCDE et au-delà, avaient pris conscience que des planètes n'en a qu'une et qu'il fallait la défendre. Ben non. Non. Il faut croire que, vous parlez, monsieur, du prix du fioul, il faut croire que le fioul n'est pas cher, vous avez raison. Parce que quand on voit le nombre de centaines de milliers de bateaux qui traversent le monde d'un bout à l'autre, je dis le fioul, c'est gratos. Hein. D'ailleurs, les Chinois, si vous avez besoin d'acheter beaucoup d'acier chinois, les Chinois, ils font même la promotion, ils vous offrent le transport. Ils vous offrent le transport. Donc c'est faux, c'est pas cher le fioul. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, les contraintes qu'on nous met aujourd'hui, on peut estimer que pour vous, dans votre secteur, j'entends, c'est contraignant parce que ça va nous faire perdre la compétitivité, parce qu'on risque de fermer, parce qu'on risque de perdre des emplois. La vraie question, c'est, et je m'excuse, c'est juste une question, même si vous allez vous verdir, j'ai beaucoup tendu l'oreille lorsque vous avez dit le fioul va se verdir, il dira bien. Est-ce qu'il est raisonnable de cultiver des champs de colza pour faire rouler des voitures? C'est une question. C'est une question, c'est tout. Donc c'est pour ça que je dis que la réponse doit être collective. Moi, je parlais pas. Vous avez un parti pris, ce qui est normal. Moi aussi, j'ai un parti pris. Je ne parle pas de carburant en plus. Je parle plutôt de biocarburant. Bâtiment, pas de biocarburant. Ah, vous avez parlé de biocarburant. Ah non, oui, je parlais de biocombustible.
Combustible. Ah, combustible, pour chauffer le bâtiment. D'accord. Le carburant, pour moi, je suis plutôt sur effectivement les batteries. Et puis, parce que je ne veux pas vous poser la parole, parce que je pense que vous avez, j'espère en tout cas, des centaines de questions à me poser, mais sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui nous intéresse beaucoup. On en a beaucoup discuté, débattu au sein des instances européennes, et effectivement, tu n'es pas le premier à dire que demain, il se pourrait que, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, que les batteries des véhicules servent comme énergie d'appoint s'il y en a une nécessité de ça. Mais alors là, le réseau n'est plus du tout adapté, le réseau actuel. C'est aussi dire l'idée qu'on a besoin aujourd'hui d'investir massivement dans le réseau français, mais pas uniquement dans le réseau français, dans le réseau européen. Et c'est pour ça qu'il faut une politique européenne pour développer l'ensemble des réseaux, l'ensemble des disponibilités des bornes notamment, et regardez comme les Allemands sont malins, en tout cas beaucoup plus malins que nous. Ils ont défendu le groupe allemand, que ce soit la droite, la gauche, le centre et les verts. Les Allemands vont être de droite, vont être de gauche, vont être écolo, sans avoir allemand. Ça c'est une force que je leur reconnais. Ils se sont dit, mais ça fait quand même bien que, justement, ce réseau de bornes, on puisse brancher nos voitures, que ça soit financé par l'Europe. Et quand vous savez qu'effectivement Volkswagen s'est donné comme objectif de mettre des efforts considérables de la voiture électrique, dans la batterie, mais pas que, eh bien, ils se disent, si on veut vendre nos voitures, on a intérêt à ce que l'Europe finance ce réseau-là. Alors je ne dis pas qu'il faut dire non, je ne dis pas qu'il faut dire oui, mais ça mérite réflexion. Mais l'idée de faire en sorte que ce réseau soit amélioré, moi je ne peux qu'aller dans ce sens. Et puis pour terminer, vous avez parlé de la pile à hydrogène. Il y a 4 ans en arrière, j'ai été visiter pas très loin d'ici, à Belfort, un centre qui est centre de recherche, qui est cofinancé par l'Union européenne. Et ils ont mis en place des batteries à hydrogène. Ils ont même fait des tests avec Alstom, ils ont fait rouler des trains avec des batteries à hydrogène et ça a marché. Et vous savez, ça a été quoi le malheur de ces ingénieurs, de ces techniciens? C'est qu'ils n'ont pas trouvé un seul soutien politique et qu'ils n'ont pas trouvé un seul industriel capable de prendre le risque de dire allez, on y va, parce que c'est vrai que prendre un risque d'investissement, il faut de l'accompagnement, ça je peux l'entendre. Résultat des courses, qui développe aujourd'hui des trains à hydrogène? Les Allemands. Là c'est les Allemands qui ont mais c'est les Allemands qui ont acheté le savoir-faire, le brevet de ce laboratoire, je cherchais les mots, mais parce que, voilà, en France on a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents techniciens, on a des cerveaux extraordinaires, mais ce qui manque, effectivement, c'est cette filière, c'est comment on met en relation l'ensemble des partenaires, l'ensemble d'une filière, et faire en sorte que la réussite ne soit pas uniquement la réussite d'une entreprise ici et là, mais que ce soit une réussite collective. Si demain la batterie européenne fonctionne comme l'avion Airbus a été une réussite, c'est parce que tout le monde tire dans le même sens. Sinon, ça n'arrivera pas. Ça va être les Chinois qui vont nous bouffer. Et si en même temps, même si on est très bon, etc., l'Union européenne ne se donne pas de politique législative qui, effectivement, donne envie aux chercheurs de rester en Europe, qui donne envie aux entreprises en Europe de continuer à investir, et si on laisse le marché européen ouvert à tous les vents et à toutes les contraintes de l'OMC, ben on est mort, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut respecter les règles de l'OMC. Est-ce que vous connaissez les règles de l'OMC? C'est la loi du marché. C'est le plus offrant, c'est le prix qui fait la différence. Ben, ce petit jeu-là, je peux vous assurer qu'on a tous à partir en Chine, parce que là-bas tout est moins cher. Si le modèle européen, le modèle français, c'est de copier les Chinois, y compris de leur modèle économique et social, on n'y arrivera pas, on ferme la boutique France, on ferme l'Europe, on part tous en Chine. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas notre histoire, c'est pas notre culture. En tout cas, c'est pas ce que nous avons envie de construire pour nos enfants et les générations à venir.